Bienvenue donc à cette première table ronde qui va s'intéresser, première table ronde d'une après-midi dédiée à l'éco-conception. On démarre par le démarrage, c'est-à-dire les matières premières. Et on va regarder le renouveau des fibres naturelles jusque dans le vêtement de sport technique, ce qui n'était pas nécessairement attendu, mais une tendance de fond, comme on va le voir ici cet après-midi avec... Nous avons donc deux représentants du monde des fibres, Marie Demag, de l'Alliance du lin et du chanvre européen, Damien Pommeret de Woolmark, les directeurs régionaux pour l'Europe de l'Ouest, et Woolmark est un organisme de promotion de la laine. Puis nous accueillons ici deux marques qui sont très engagées sur le switch vers des fibres naturelles ou biosourcées. Nous avons Charlotte Algrin, en vert, responsable marketing Win France, une marque de vêtements techniques de sport qui est en train de passer au tout végétal. À côté d'elle, Nicolas Rochat, fondateur de Mover Sportswear, qui a fait le choix radical de créer des vêtements de sport sans aucune matière plastique, dont il va nous parler tout à l'heure. Alors, on va démarrer tout de suite parce qu'on a une après-midi hyper dense, on a plein de sujets à couvrir, et on va démarrer par la question qu'on se pose tous quand on veut développer un vêtement de sport technique ou vêtement de sport performance, c'est est-ce que les fibres naturelles peuvent rivaliser sur le plan de la performance et de la durabilité avec les fibres synthétiques? Damien, à toi. On a un film. Oui, on peut mettre effectivement un film que vous verrez aussi dans le grand hall. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci de m'avoir invité. Ce que je voulais, la réponse à la question, il y a deux parties dans ta question. La première, c'est effectivement les performances. Et c'est vrai que les matières naturelles, et notamment la laine, depuis l'arrivée des matières synthétiques dans les années 60, on a oublié les parties performance et technique de ces fibres. Et tout ce qui était technique était plutôt centré sur cette nouvelle matière qui était innovante et qui n'a pas cessé d'évoluer pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à devenir quasiment un acteur à 100% de tout ce qui est outdoor et sportwear qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il y a des caractéristiques techniques, notamment pour la laine, mais pour les autres matières naturelles aussi, qui sont uniques et des performances qui sont uniques et qui vont au-delà des matières synthétiques. Il y a effectivement des façons d'utiliser, mais il y a des nouvelles technologies, des nouveaux savoir-faire qui sont aujourd'hui disponibles. On a aussi des matières qui sont plus fines. Donc oui, la réponse sur la partie performance, c'est clairement oui, et notamment dans le domaine des montagnes magnifique dans lequel on est aujourd'hui. La deuxième partie sur la durabilité, c'est la durabilité est en train de se définir aujourd'hui. Est-ce que la durabilité, c'est clairement juste voir la résistance d'un textile, ou est-ce que c'est de façon holistique vraiment le temps qu'on va utiliser et garder le produit et nous, on est clairement sur la deuxième partie, et c'est ce qui est en train d'être analysé et discuté depuis 3 ans beaucoup pour savoir est-ce qu'on va aller au-delà et comment est-ce qu'on définit un produit durable. Stéphane tout à l'heure qui va nous parler de tout ça. Marie, parlons un peu du lin et du chanvre. C'est pas les premières matières auxquelles on pense dans le vêtement de sport, mais malgré tout, on en voit de plus en plus. Est-ce que c'est pas plutôt les performances écologiques qui sont mises en avant? Alors, en effet, le lin, qui est une fibre typiquement européenne, donc produite localement, se fait remarquer principalement d'abord pour ses performances environnementales. Cela dit, le lin a beaucoup d'atouts également au niveau performance. Je peux citer l'exemple d'une étude en laboratoire que l'Alliance a réalisée il y a quelques années sur les performances confort. Et là, typiquement, les fibres naturelles ont des performances inégalées. Comparé avec, alors le benchmark qu'on avait pris, c'était coton, polyester, viscose. Le lin avait les meilleurs résultats, à la fois sur la ventilation, la respirabilité, l'absorption, le moisture management, et en plus, une isolation modérée, donc une chaleur douce. Donc des choses très intéressantes. Pour autant, on n'a pas tout testé
Et peut-être que les fibres naturelles ne vont pas remplacer complètement les fibres synthétiques, mais il y a des choses intéressantes à regarder et à minima, les choisir pour, en effet, leur vraie performance et pas forcément en comparaison avec autre chose. Et peut-être aussi en complément. Merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir un autre micro qui fonctionne. Passons pour voir les utilisateurs. Charlotte et Nicolas. Donc, je commence avec Win. Qu'est-ce qui a motivé la décision de passer, de passer à des matières naturelles? On a un seul micro pour nous 5. Oh, au secours. Donc, l'axe pris par Win est de miser sur les fibres végétales ou issues de plantes. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pour respecter les parties. Bonjour, je suis ravie d'être là. Là où je rejoins ce que vous avez dit, c'est que en fait, c'est pas végétal ou naturel parce que ça dépend juste de ce qu'on attend de la fibre. On va pas attendre la même chose si on veut quelque chose d'isolant ou quelque chose qui va évacuer l'humidité ou quelque chose. Donc il y a des domaines dans lesquels la fibre naturelle est plus performante que la synthétique et des domaines où elle est encore moins performante que la synthétique. Et ensuite, nous, ce qui nous a motivés, c'est que, honnêtement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne pensait pas que la fibre naturelle pouvait être aussi performante parce qu'on fait du développement de vêtements de sport techniques. Donc, elle pouvait pas, on n'imaginait pas qu'elle puisse être aussi performante que la synthétique. On a une autre contrainte, nous, c'est qu'on est des tricoteurs. Donc, tous les vêtements, toutes les chaussettes, toutes les chaussures qu'on fait, ce sont des produits qui sont tricotés. Donc, ça veut dire que la fibre naturelle, elle devait pouvoir être filée et passer dans nos machines et qu'on a dû adapter nos machines. Ça aussi, c'est... Oui, nos machines à tricoter, ce sont des machines qui effectivement travaillent très vite et pour lesquelles on a besoin d'un fil adapté ou d'adapter nos machines. Donc c'est pour ça qu'on n'y était pas venu avant. Et maintenant, là, sur l'automne, on sort une collection de sous-vêtements et une collection de chaussettes qui sont à 98% d'origine naturelle, végétale, pour certains. Et on l'a fait pas au détriment de la technicité. C'est-à-dire que non seulement on est sur du naturel, mais en plus on est plus performant ou à minima aussi performant que du synthétique. Donc c'est ce dont on avait besoin, c'était la matière qui nous permettait de le faire. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que dans le sport, on parle performance, technicité. Personne ne veut sacrifier le confort et la performance. Nicolas, qu'est-ce qui a motivé la décision de passer au 100% plastique free, qui est quand même pas facile, j'imagine? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, j'ai un peu l'impression d'assister à un débat entre la fibre synthétique et la fibre naturelle, un peu comme entre la voiture à moteur à combustion et la voiture électrique. Et pour moi, il n'y a pas tellement de questions à se poser. On doit aller dans une direction, on ne doit pas aller dans l'autre, parce que ce qu'on a commis jusqu'à présent et les impacts de ce qu'on a commis jusqu'à présent sont tellement gigantesques qu'on devrait tous investir notre argent, notre temps, nos énergies, nos cerveaux dans la recherche d'une solution qui ne pollue plus l'environnement. Alors nous, notre parcours il est un petit peu particulier parce qu'on était une marque de ski technique avec une licence Gore-Tex, la première licence Gore-Tex d'ailleurs d'une marque de ski en Suède. Mover était une marque suédoise. Moi j'ai récupéré et racheté cette marque en 2004 et puis rapatrié la production de Chine en Europe à ce moment-là. Et on a commencé à travailler avec la laine Merino pour les premières couches et les secondes couches. Et on aimait beaucoup la laine pour des raisons de confort, parce qu'on est des skieurs et puis on a besoin en fait de ces avantages que Damien nous expliquera. On était très vite convaincus, on a supprimé le polyamide polyester en 2007, c'était il y a longtemps. En 2010, on a développé entre 2008 et 2010 et lancé sur le marché la première watine isolante à base de laine qui s'appelle Swiss Wool, que vous trouvez maintenant sous le nom de Lavalane ou d'autres marques. Il y a des Anglais et des Italiens qui fabriquent ce produit. C'était le premier isolant à base de laine. Il y avait encore 10% de PLA à l'intérieur. Nous, on n'en veut plus parce que notre marque s'appelle Plastic Free. Et donc maintenant, on a la laine avec 0% de PLA dedans. Donc en fait, si on recherche... Après, je fais vite, là, je la fais courte, mais en 2015, on a commencé à travailler avec le coton à haute densité pour voir si on arrivait à supprimer la membrane Gore-Tex, parce qu'on continue à transpirer à l'intérieur de nos vestes quand on machinait un peu à ski. On fait que du freeride, c'est quand même très actif. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec le coton Ventile tissé à haute densité, pour la première fois, on respirait à travers le système.
Et ça, c'était nouveau. Et puis, en fait, pour parler de performance, il faudrait définir la performance. Qu'est-ce que la performance quand on fait du sport? Et il faudrait définir l'intensité, évidemment, de l'activité. Mais pour nous, la performance, c'est surtout le confort, le ressenti, et puis la capacité d'aller plus loin dans l'effort avant d'être inconfortable. Et les matières naturelles nous donnent ces réponses mieux que les matières synthétiques. Et ça, c'était une grande surprise. Pardon, j'espère que ça va s'améliorer, cette situation de micro. Alors, je veux bien que les fibres naturelles aient plein de propriétés et il y a un mouvement pour anti-plastique qui prend certainement de l'ampleur, mais il y a aussi des freins au développement où on ne peut pas trouver de la laine partout ou du lin quels sont aujourd'hui les verrous qu'il faut faire sauter ou qui vont sur lesquels les matières naturelles vont buter et les voies accessoires pour développer la présence des fibres naturelles dans le sport? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que toutes les fibres, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ont un impact et toutes les fibres doivent se remettre en question aujourd'hui. Toutes les chaînes de valeur sont à revoir, toutes les productions sont à revoir et nous, en Woolmark, on est avant tout financé par 60 000 éleveurs, on est à but non lucratif et le plus gros du travail pour l'impact pour la laine, c'est sur les lieux de production. Donc aujourd'hui, c'est comment on travaille pour réduire cette empreinte sur toute la chaîne de valeur, mais avant tout sur le site de production. Donc on fait de la recherche, on travaille avec des éleveurs et on fait là-dessus on a quelque chose qui est tout nouveau, mais qui est un énorme potentiel. On l'entend, il y a plusieurs mots, mais on entend beaucoup la ferme régénérative. En fait, on a un outil, c'est l'élevage, c'est les terres sur lesquelles les animaux sont élevés, notamment en Australie, où c'est énorme et c'est des domaines complètement naturels. En fait, on se rend compte qu'avec différentes techniques, avec différents relevés, on peut inverser la tendance et au lieu de juste être un lieu d'impact où le mouton va faire du méthane, où on va pouvoir justement capturer plus de carbone, on va pouvoir développer des bonnes pratiques qui vont faire que dès le lieu, le domaine en tout cas où il y a le plus d'impact aujourd'hui, devienne carbone positif. Et ça, c'est les gros enjeux de demain, mais ça demande, nous on a 60 000 éleveurs, donc c'est 60 000 fermes, et voilà, beaucoup de recherche, beaucoup de dialogue sur des gens qui travaillent de façon très traditionnelle, etc. Donc il y a un potentiel énorme et on est vraiment au début de ça, et donc à nous de faire ces changements. Il y a aussi chez le lin donc une nouvelle approche, un nouveau nom avec l'alliance du lin et du chanvre. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir davantage de développement textile pour le chanvre, qui est un peu le truc à la mode, hein? Alors, en effet, autant pour le lin, l'Europe de l'Ouest a une position nettement prédominante puisque c'est 3/4 de la production mondiale de lin fibre. Autant pour le chanvre, à l'heure actuelle, l'Europe produit du chanvre pour différentes applications techniques, mais peu ou pas pour le textile. Et c'est l'Asie qui produit le plus de fibres textiles de chanvre, mais c'est en train de changer. On a maintenant différentes offres de fibres et il y a vraiment différents segments et différents process. On a des fibres longues, semi-longues et des fibres courtes qui vont aller dans la cotonisation et les mélanges. Et les fibres longues, ça c'est un petit peu le Graal, c'est le plus difficile à obtenir pour le chanvre. Et l'Alliance est engagée depuis 2023 dans un projet qui s'appelle, alors voilà, on a la photo ici, Hemp for Circularity, avec des fonds européens, avec 11 partenaires européens, pour développer la connaissance, les itinéraires techniques et donc la production de cette fibre longue de chanvre. Donc dans les années qui viennent, on peut s'attendre à avoir une offre de fibres sur le marché. Et si je reviens au début de ta question aussi sur les freins, je pense que en effet il y a des développements textiles à faire. Je pense qu'on commence tout juste à tester tout le potentiel de ces fibres naturelles libériennes, donc lin, chanvre notamment. Si on prend l'exemple de la maille,
puisque tu parlais de tricotage. La maille de lin, ça existe depuis une douzaine d'années. Avant, on ne savait pas du tout tricoter le lin parce que c'était trop raide, trop irrégulier. Donc, c'est beaucoup de R&D, c'est des années de R&D pour mettre au point des fils de lin qui puissent se tricoter. Et maintenant, le t-shirt en lin, c'est assez mainstream. Et du coup, voilà, je pense que on regarde du côté des hybridations, des mélanges, mais c'est vrai que du coup, il faut faire plus attention à la fin de vie. Donc, il y a encore énormément de recherches là-dessus. À propos de recherche, chez Win, il y a une fibre qui est une ancienne fibre, mais qu'on redécouvre, c'est le kapok. Et justement, elle pose quand même pas mal de soucis. Enfin, une des raisons pour laquelle on ne le trouve pas dans les tissus, c'est qu'elle est difficile à tisser et à tricoter. Ouais. Le kapok, en fait, c'est une fibre qu'on utilise depuis toujours dans le garnissage des matelas et des oreillers. Elle est composée à 80% d'air. Elle est imputrescible naturellement. C'est une fibre qui a un toucher de dingue. Et effectivement, alors elle est communément appelée la laine végétale. Hyper légère, ouais. Et du coup, la complexité, donc c'est une fibre qu'on a utilisée dans les collections qu'on sort là. Et la complexité, c'est une fibre qui n'avait pas été filée. Elle est très courte et il a fallu qu'on travaille avec des fabricants de fibres pour qu'on arrive à transformer cette matière et nos machines de façon à ce qu'on arrive à la tricoter dans nos vêtements. Donc le switch au végétal ou au naturel, il prend du temps. Comme ce qu'on a entendu en bas dans la transformation des sociétés, tout prend du temps, on ne va pas switcher du jour au lendemain. Et un des premiers écueils, c'est de trouver... On a des matières végétales biosourcées qui sont incroyables, mais elles n'ont pas nécessairement été filées, ou elles n'ont pas été converties, en tout cas pour l'industrie textile. À propos d'une autre fibre on n'a pas de représentant ici, mais la viscose, chez Mover, vous l'avez intégrée ou pas encore? C'est quoi ta position? Pas encore, et pas du tout. Non, pas du tout, je ne sais pas sur la suite, parce qu'il y a des fibres cellulosiques qui sont extrêmement intéressantes, comme le Bananatex ou Spinova. Tout ce qui est Tencel, lyocell, moi j'aimerais bien aller à Lansing pour voir de mes propres yeux ce qui est dit, parce qu'on nous a tellement raconté l'histoire depuis les 20 dernières années sur la biodégradabilité, sur la propreté et sur la verdeur de tous les produits qu'on achète, que nous, si on les teste pas, on les voit pas, on les brûle pas avec une allumette, on les prend pas. Donc il y a une méfiance de notre part vis-à-vis du rayon de la viscose ou du tencel ou du lyocell, qui est liée à notre expérience épidermique. Ça veut dire que sur la peau, c'est une fibre qu'on n'aime pas beaucoup. Et on se demande un peu pourquoi on l'aime pas beaucoup sur la peau. Et cette méfiance-là, elle induit quelque chose qui n'arrivera jamais avec le lin, le chanvre, le kapok ou la laine. Ou le coton. Merci. Alors, en parlant de confort à même la peau, la laine, pendant longtemps, c'était quand même la fibre qui grattait. Mais le mérinos a quand même tout changé. On peut porter... Mais y a-t-il aussi d'autres recherches, une autre manière de voir? Charlotte me disait qu'elle ne supportait pas la laine. Mais vous allez la garder, la laine, dans votre... Ça va mieux avec le mérinos? Merci Charlotte. En fait, la laine le majeur frein, en tout cas, qu'on rencontre avec les équipes de Woolmark et tous les gens c'est des contre-vérités. La laine, ça gratte. La laine, une fois que c'est mouillé, c'est lourd, etc. Donc typiquement, la laine, ça gratte. Ça peut être vrai sur des laines qui sont épaisses, celles qu'on trouvait dans les années 70, dans les années 80. Si vous avez dans une vieille maison une vieille couverture en laine, oui, ça gratte parce que c'est de la laine qui est très épaisse. Maintenant, la laine mérino, c'est avec un micronage beaucoup plus fin, et donc on a déjà d'autres... c'est une laine plus technique et avec plein d'applications, et surtout, elle est hypoallergénique. Donc voilà, c'est sur les freins, et puis sur la potée hypoallergénique, il y a énormément de choses à faire, vu que l'état de tout ce qu'on contacte, des nouvelles générations qui ont de plus en plus de problèmes de peau, liés aussi au polyester, liés à la pollution de l'air, donc on se rend compte aussi que les microplastiques ne sont pas absorbés que lorsqu'on boit de l'eau ou qu'on mange du poisson ou autre chose. Il y a aussi des études qui sont en train d'être faites qui sont assez alarmantes. Donc porter des matières naturelles, en tout cas pour nous, c'est si on les sourçant bien fines, vraiment la solution.
Les microplastiques, c'était une des raisons qui a motivé votre nouveau positionnement pour les deux. Alors oui, nous clairement oui, parce que l'industrie textile, elle est extrêmement polluante. Et à l'usine en Italie, on filtre 100%. Alors nous, comme on fait du tricot, quand une pièce sort de la machine, il n'y a quasiment pas de déchets, elle est quasi finie. Donc déjà, c'est une première non-pollution. Et ensuite, elle est forcément lavée. Et toutes les eaux de l'usine sont traitées avant d'être même rejetées dans le système communal. Donc on filtre nos micro-déchets de textile avant même de rejeter notre eau. Mais c'est clairement une des volontés de sortir du déchet textile qui est extrêmement polluant. Le mieux est de... Tu veux que je traduise? Oui, de filtrer à l'usine, mais je pense que dans le temps, quand même, dans notre machine à nous, il va toujours y avoir un peu de... Alors, nous, ce qu'on a compris depuis qu'on travaille sans plastique, c'est que le relâchage des microparticules de nos fibres synthétiques, la moitié, c'est pas via les cycles de lavage de nos vêtements, l'autre moitié, c'est par le portage. C'est par le simple fait de porter. Donc on respire du plastique, on mange du plastique, il y en a au sommet de l'Everest et sur l'Amazon, partout, parce que précisément il part dans l'air. Nous, notre rencontre avec le plastique a été un peu différente. C'est vrai qu'on avait, pour des raisons de ce que nous on appelle la performance et le confort, cherché à travailler avec des matières naturelles, jusqu'à la rencontre avec un navigateur suisse qui s'appelle Steve Ravussin. Il est connu en France parce qu'il gagnait la route du Rhum, et la dernière nuit, il avait une journée d'avance, il avait chaviré. Et quand la caméra l'avait récupéré, il avait dit que je suis un vrai couillon. Et donc, c'est un type assez formidable. Et il a fait un tour du monde avec une fondation Race for Water, où ils ont collecté des échantillons de sable sur les plages les plus reculées de la planète. Et ils les ont fait analyser en revenant. Et il n'y a pas une plage du Pacifique Sud où il n'y a pas un bateau qui a posé depuis 50 ans qui n'est pas complètement souillé de plastique. Et en cherchant un peu, on s'est rendu compte que les gyres de plastique, le plastique qui flotte à la surface, le continent de plastique, dont meurent les baleines, les albatros, les dauphins, c'est uniquement ce qu'on voit avec les yeux et qui s'échoue sur les plages, c'est 8% de la pollution plastique. 92%, c'est de la soupe de microparticules. Et en gros tiers, 35% de cette soupe provient de nos fibres synthétiques. Bon. Je continue donc. Est-ce qu'on parlait de donc différents segments de marché où la laine ne s'est pas encore développée, où vous voyez un potentiel, parce qu'il y a, je crois qu'on a tout à l'heure quelqu'un de Salomon, et il y a une chaussure, peut-être. Alors c'est tout nouveau. On vient de lancer la Pulsar, c'est la première chaussure de Salomon qui est avec de la laine. Donc ça, c'est pour en tout cas un acteur comme Salomon, une vraie prise de parole. Et c'est une chaussure technique. D'ailleurs, on vous invite à venir la voir sur le centre tout à l'heure, la toucher, de voir le poids qu'elle fait, etc. Donc c'est comme ça que nous, on avance progressivement, de travailler avec des marques qui viennent nous chercher en disant, voilà, on veut différencier notre offre. Je vais donner quelques exemples. Donc on a fait ça avec Villebrequin, on a fait le premier maillot de bain sans plastique, qui est une évidence quand on vient d'entendre ce qui a été dit sur le fait de se baigner avec un maillot de bain et profiter d'une plage magnifique en la polluant, et on continue de le faire avec la première sneakers pour le coup sans plastique qui va sortir avec Circle Sportwear en février, et on continue d'avancer. On parle rapidement aussi de l'automobile où on a commencé à travailler avec Aston Martin, puis maintenant avec Volvo. On n'est pas obligé d'avoir des sièges en plastique dans une voiture, on n'est pas obligé d'avoir des sièges en cuir, on peut aussi avoir des sièges en matière naturelle. Alors c'est vrai que là, on se dit, l'automobile c'est hyper technique, c'est des cahiers des charges de dingue. Oui, on a mis 4 ans, maintenant c'est sur le marché et c'est disponible pour tout le monde. Donc on peut, il faut avancer, il faut relever les défis. Moi, je trouve que ce qui est dans la question, c'est quoi les freins? On le voit très bien. Pourquoi est-ce que Nike, Adidas, ils prennent pas cette voie-là? Pourquoi est-ce que c'est des acteurs comme les gens qu'on a ici qui viennent justement relever ces défis qui sont indispensables? Ça, c'est des vraies questions. Et ces vraies questions, parce que nous, on les a en face de nous et on rêverait de pouvoir les aider parce que là, il y a des volumes considérables. Et ben malheureusement, ils ne le font pas. Il manque encore de l'éducation, il manque leur envie. Ils ont peur de ne pas faire les mêmes marges, ils ont peur de relever, d'abîmer leur business model, alors que c'est justement de leur protéger. Voilà. Donc bravo en tout cas à vous de faire ces choix-là, parce que les gros qui ont tous les financements possibles et imaginables, toutes les ressources, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'en face, il y a des grosses entreprises, hein, certainement. Et il y a certainement aussi une différence de prix
entre le polyester qui ira des pâquerettes et des matières peut-être un peu plus chères, mais à plus haute valeur ajoutée aussi, si ça se trouve. La question de l'éducation du consommateur, parce qu'on nous a quand même vendu le polyester comme étant le truc qu'il faut pour partir en montagne, qui va résister à tout, qui est hydrophobe, hydrophile, tout ce qu'on veut. C'est un gros obstacle là pour essayer de transformer les esprits. Alors, je dirais que dans le cas du lin, on voit que a priori, les idées reçues, en effet, ça va être un premier obstacle à franchir. C'est assez contre-intuitif, je pense, pour pas mal de gens d'imaginer que le lin, c'est une fibre de performance parce qu'elle est plutôt associée au casual, l'été, les vacances, etc. En plus, elle a une image assez saisonnalisée, même si on peut porter du lin en toute saison. Donc, en effet, je pense que la pédagogie, l'explication et le fait d'être étude scientifique à l'appui, ça va quand même être l'argument, mais il faut encore aller porter ce message. Et peut-être aussi, on voit que, paradoxalement, des innovations sur des marchés qui sont un petit peu au-delà du textile, par exemple les composites, ça peut aussi faire évoluer la perception du consommateur. Il y a pas mal de marques qui innovent dans le sport, avec du matériel à base de lin, composite, donc associé à d'autres matières. Et on trouve maintenant des skis, des planches de skate, des surfs, il y en a à foison. Pour citer des marques comme Notox, Aconite, etc. Et par exemple, l'Aconite du studio Alexandre Fougéa est très pointu sur les composites et commence à regarder le textile parce que du coup, ça peut être une offre complémentaire sur leur marque et du coup s'intéresse à des textiles lin avec bien sûr des valeurs ajoutées, de la performance et peut-être d'aller pousser un peu la recherche textile un peu au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Mais ça serait des mélanges ou du 100%? Parce que bon, on voit une manière de réduire le coût, c'est de mélanger un peu de polyester, un peu de nylon sur le produit fini. Là, en l'occurrence, par exemple, on regardait avec Alexandre des matières comme des spacers, des foamers, des matières triple couche, quadruple couche. Souvent, quand on regarde un spacer, il y a un petit peu de polyamide au milieu. Donc, on peut tricoter du lin des deux côtés, ce qui va en plus apporter du confort et plein de choses en termes de moisture management. Mais au milieu, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on connaît, il y a un petit pourcentage de polyamide. Donc peut-être que c'est une étape aussi pour tendre vers de plus en plus de pourcentages naturels. Ça ne doit pas être évident de trouver du 100% chaque fois, parce que même le PLA pour l'extraire du garnissage, il ne fallait pas une fibre un peu thermoplastique pour que ça tienne bien. Et après, tu parleras de l'éducation des... Non, alors nous, on a effectivement fait le choix d'avoir zéro compromis, donc on est vraiment 100% plastic free. Ça veut dire jusqu'au fil qu'on utilise. Et c'est vrai que nos producteurs aussi nous parlaient des difficultés parce qu'ils doivent changer les aiguilles dans les machines. Simplement, c'est pas très compliqué, mais ça les ennuyait. On ne comprenait pas au départ. Les zips, les accessoires, les cord stoppers, les boutons. Donc on a tout changé. Sur les matières, nous, on a l'impression que c'est le message d'utiliser des blends, des assemblages de matières ou de mélanger du lin avec des matières composites ou avec des colles ou des résines, nous on pense que c'est un mauvais message parce que finalement on crée une grosse confusion dans l'esprit du consommateur. Et cette confusion, c'est celle dont tu parlais, Sophie. C'est la difficulté à faire passer ce message auprès du consommateur parce que ça fait 40 ans que dans chaque magasin de sport, tout ce qui est technique est en matière synthétique. Et c'est notre plus gros écueil à nous, de réussir à faire comprendre, parce qu'on vient du sport et on vient de la performance, que c'est précisément parce qu'on a fait une recherche sur une meilleure respirabilité et donc une meilleure performance, parce que c'est ça la performance du vêtement, c'est d'être plus confortable pour pouvoir aller plus loin dans l'effort. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Et puis en plus, moi je fais beaucoup de sport en montagne et il pleut peut-être 2 jours sur 10. Ça veut dire qu'il fait beau 8 jours sur 10. Et puis
le jour où il pleut, moi je vais payer mes factures ou faire autre chose souvent. Et donc la veste que je vais choisir pour aller en montagne, je préfère que ce soit une veste qui respire, plutôt une veste dans laquelle je transpire. Et ça paraît être un slogan, mais c'est vraiment le cas. L'éducation des consommateurs. Nous, on pensait qu'on pourrait participer à l'éducation des consommateurs. On se rend compte que avec des machines comme Nike, Adidas qu'on a citées en face de nous, c'est impossible. Avec en plus la confusion qu'on sème dans l'esprit du consommateur, parce que quand on lui dit qu'on fait une collection avec Pradaline et Rossa qui est en laine alors qu'elle est en moitié en synthétique, on crée des confusions. C'est compliqué pour le consommateur de faire la part des choses, on comprend bien. Nos législateurs, nos députés européens et suisses favorisent le plastique recyclé. C'est marqué Stop Recycling Plastic sur mon t-shirt. C'est de l'éducation parce que en recyclant le plastique, on fait que contribuer à cette toxicité pour l'environnement et on fait que cacher le problème aux consommateurs. Donc nous, on a choisi une autre voie maintenant. On a décidé de s'associer en termes d'image avec les sports les plus performants de la planète pour faire la preuve par l'exemple. Genre, on est partenaire officiel de SailGP. J'étais à Saint-Tropez le week-end dernier. Et à terme, on va réussir à remplacer les équipements des marins sur les bateaux, parce qu'ils sont aujourd'hui habillés en néoprène et en polyamide. Ils transpirent dans leur néoprène, ils sont encombrés dans leurs mouvements, ils ne sont pas confortables. En plus, ils ne tombent pas à l'eau. Sauf s'ils chavirent, à ce moment-là, les bateaux arrivent pour les chercher. Donc, ils n'ont vraiment pas besoin de cet outil pour faire leur sport. Juste 2 minutes. Je ne suis pas sûre qu'il faille partir en chevalier blanc des fibres naturelles parce qu'on va s'épuiser. Et en fait, un produit, quand vous le mettez en vente, s'il est au bon prix et sexy, c'est dommage, mais la matière, finalement, peu importe pour le consommateur. Et tout le danger, la difficulté, c'est d'arriver à faire un produit qui soit technique, naturel, mais aussi à un prix marché acceptable et sexy. Voilà, si on fait un truc marronasse pour dire qu'il est naturel, voilà. Donc l'idée, c'est quand même le consommateur, finalement, c'est pas nécessaire de l'éduquer. Quand il aura pris l'habitude d'être bien dans un produit naturel, on aura fait l'éducation. Mais là, partir en croisade, à mon avis, c'est pas bon. Je suis d'accord. Il faut ultimement que le produit puisse être digéré par la planète. Et pour moi, c'est le but ultime. Oui, on rejoint le régénératif des efforts de la laine. Le lin, je crois qu'il est quasi par nature régénératif, non? Donc pour vous, c'est pas trop un souci? Alors, nous, on n'utilise pas vraiment le mot régénératif parce que ça correspond à des cahiers des charges particuliers et qu'il y a des cahiers des charges qui existent pour la laine, pour d'autres matières, pas spécifiquement pour le lin, mais le lin européen dont l'origine et la traçabilité sont garanties par le label European Flax, lui-même, il est issu d'une agriculture qui est donc locale, je l'ai dit, qui n'utilise pas d'irrigation hors circonstances exceptionnelles, pas d'OGM, qui pratique la rotation des cultures, donc qui préserve le sol, qui est favorable à la diversité agricole également, et un rouissage 100% à terre, naturel, sans recours à l'eau. Donc voilà, toutes ces vertus-là, en fait, qui font partie d'une agriculture vertueuse et responsable, avec un raisonnement. Très bien, merci. J'ai envie, là, on va essayer de régler le problème des micros. Et donc, on va faire une petite pause avant la keynote de Stéphane. Mais j'ouvre le débat au public. Qui voudrait poser des questions à nos intervenants? Plein. Bon, j'arrive. Présentez-vous brièvement. Merci beaucoup. Alors, pas vraiment une question, mais plus un commentaire par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure. Je m'appelle Michael, je travaille pour Salomon. Je n'ai pas travaillé sur les projets avec lesquels que vous avez mentionné tout à l'heure. Mais la question de pourquoi les marques comme Adidas, Nike ne suivent pas ce mouvement-là. Il y a eu une grosse discussion il y a quelques années maintenant en interne chez Salomon, où pour anticiper l'éco-score,
qui va être imposée incessamment sous peu par le gouvernement. On a fait appel à des grands acteurs de notation des matières, notamment Egindex. Et à l'époque, je me rappelle que les matières naturelles dans cet agglomérat de data étaient très mal notées par rapport au plastique. J'avais très mal réagi lors de cette on va dire, conférence de Egindex qui nous disait pour faire des produits propres, faites du plastique. Moi, j'avais pas aimé le truc, mais n'empêche que les gouvernements en face de nous, ils auront que ça pour juger. Donc demain, malgré le fait que je sois ultra avec vous dans ce côté, il faut utiliser les matières naturelles un maximum. Derrière, tout ce qui est mis en place, il n'est pas encore là. Et les grosses sociétés, ils n'auront pas le choix que de suivre ce score label dicté par ce genre de plateforme. La bonne question. Non, c'est une super question et c'est trop bien d'avoir justement des commentaires de l'intérieur des marques. Nous, Salomon, moi, ça fait 6 ans que je suis arrivé chez Woolmark et on a tout de suite eu envie de bosser avec vous et ça a pris du temps et on comprend bien pourquoi. Sur le Egindex depuis 2013 et on va y avoir une keynote après qui va en parler super bien et en profondeur et donc on a effectivement des gens en face de nous et un lobbying très puissant. Nous, on est membres votants aussi. On a des discussions depuis des années maintenant, et c'est en train de progresser. Moi, je suis convaincu que, et on a une campagne qui s'appelle Make the Label Count pour ça, pour dire que d'avoir un affichage environnemental sur les produits textiles, c'est une très bonne chose si on choisit les bons critères, et que effectivement, ce soit pas avec un bon greenwashing qui permette aux industries pétrochimiques de continuer à travailler comme elles le fait aujourd'hui et à prospérer, puisque on a eu encore les chiffres très récemment. Il y a encore plus cette année de production de polyester, plus qu'on n'en a jamais fait, malgré tous les messages, etc. Donc ça continue. Oui, à propos de Egindex, je voudrais partager l'expérience que la filière lin en a. Nous, il y a 5 ans, on a été alertés sur le fait que les scores du lin étaient catastrophiques et pas du tout cohérents par rapport aux autres matières, par rapport à ce qu'on savait du fait d'avoir déjà fait des ACV. Donc, on a dû, dans un premier temps, d'abord faire rectifier les chiffres de Egindex pour le lin européen, donc European Flax. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que il y avait un magma de méthodes d'ACV différentes, pas forcément très transparentes, et que du coup, on a vraiment besoin d'une harmonisation si on veut que les marques s'emparent de l'outil et que le consommateur puisse trouver de la crédibilité dans les scores qu'on va lui annoncer. On a besoin d'une méthode qui soit d'une part co-construite avec toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça donc, que l'Alliance Lin et Chanvre est également membre du PEF Habillement, qui nous paraît être la meilleure solution actuellement, peut-être pas encore parfaite, mais encore du travail, mais au moins pour aboutir à quelque chose d'harmonisé, de standardisé, et on pourra du coup comparer des choses comparables. Vous voulez réagir sur la qualité, enfin les données qui sont présentées pour parler des matières? Non, on pense que c'est super important d'avoir des chiffres et puis de revenir à des faits, c'est sûr. Pour reprendre l'exemple de la voiture électrique, c'est vrai que on peut lancer le débat sur les batteries et le recyclage, etc. Et le lithium, les 3 kg de lithium par voiture. In fine, nous, on a envie de faire appel à notre bon sens. Et à votre bon sens, ça veut dire que on a vraiment envie que la surface de la planète soit utile à la culture et à l'élevage, plutôt qu'à la décharge du plastique, des matières synthétiques. Et si on comprend ça, dans le fond, on se dit, oui, c'est juste, si je mets 2% de lycra dans mon vêtement, il va être plus compliqué à recycler, je ne pourrais pas le recycler. Si j'ai 100% du lin, 100% de la laine ou 100% du coton, je peux le réutiliser. Et puis, le réutiliser de façon vertueuse. Après, pour nous, ce qui est très important avec ces matières, ce n'est pas tellement la matière elle-même, c'est la performance qu'elle offre dans une fonction donnée. Donc, on va choisir du lin, du chanvre, de la laine ou du coton, ou du kapok, pour une raison spécifique. Et puis après, il faudra, et ça c'est le travail, et c'est là où il manque de l'argent et de la recherche, c'est qu'il faut travailler sur les structures de ces matières. On a déjà fait des pas de géants avec la laine. La laine, moi quand j'ai commencé, on avait du jersey en 200 grammes, en 180 grammes et en 220, c'est tout ce qu'on nous donnait. Et puis aujourd'hui, on a des fleeces, on a des surfaces plates à l'extérieur, on a la watine, on a des French terry, on a des matières incroyables. Des structures incroyables dans la matière laine en l'occurrence.
Alors, il y avait un monsieur là derrière. Oui, bonjour à tous, Pierre-Jean Touchard, consultant formateur. Je voulais effectivement réagir parce que je pense que l'information des pratiquants et des consommateurs va être majeure. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu parler de la viscose. Il y a quelques jours, il y a un reportage qui est passé sur une chaîne nationale où la viscose était présentée comme matière naturelle venant du bois, etc. Et puis après, on nous montrait comment elle était transformée en Inde par une entreprise qui s'appelle Virla, je crois, avec des conséquences dramatiques. Donc il y a effectivement un gros travail à faire, peut-être des inspirations comme ce qu'on a dans l'alimentaire aujourd'hui, ou à disposition on a des applications comme Yuka ou des cotations européennes. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire pour informer les consommateurs et leur donner une information la plus précise et la plus honnête possible. Parce que je vous avoue qu'à certains moments, on est un peu perdu. On veut tous bien faire pour utiliser les matières naturelles qui nous paraissent saines et on découvre des horreurs derrière. Donc il y a un gros travail à faire. Je ne sais plus qui disait au début, mais chaque matière produite a un impact, de toutes les manières, donc naturelle ou synthétique. Mais après, la question est de la qualité de la donnée et des informations qu'on nous donne pour faire un choix. Sauf si quelqu'un veut réagir, je continue les questions. Bonjour, alors moi je suis Alice, je suis encore étudiante en design de mode. Tout à l'heure, quand vous parliez de la laine et de sa provenance du mérinos en particulier de l'Australie, parce que du coup ça aussi ça a un impact en tant que tel, le transport jusque la production qui est en Europe, pas forcément d'ailleurs. Est-ce que ça c'est quelque chose auquel la provenance même de cette laine, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites plus localement? Est-ce que c'est des choses qui sont en réflexion, qui sont déjà faites? Merci. Je sais que le mérinos, ça vient d'Europe, d'origine, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus. Effectivement, c'est même Napoléon, enfin un roi d'Espagne qui l'a donné à Napoléon. Il y a des mérinos encore à Rambouillet, à côté de Paris. C'est un endroit magnifique que je vous invite à visiter. Mais pour répondre à la question qui est très pertinente, il faut voir de façon holistique l'impact. On parle de vrai LCA. Quand on commence à étudier les impacts, il y a plein de faux amis, il y a plein de fausses bonnes idées. Il y en a des principes de base dont on parlait tout à l'heure, c'est le 100% à privilégier absolument sur les produits. Après, il y a des choses, on a besoin d'espace pour élever des moutons, on a besoin de climat. En Australie, c'est grand comme les États-Unis, et il n'y a que 24 millions de personnes. Les moutons, ils sont sur des plaines on ne détourne pas les cours d'eau, on n'enlève pas les cailloux, on n'abat pas les arbres. Et donc, il y a aussi un donné d'occupation des sols dans le calcul de l'impact. Et en Australie, on ne va pas faire de la monoculture. Ces endroits-là, ils sont vierges, et il n'y a que le mouton qui s'adapte parfaitement à tous les climats, parce que d'ailleurs, il y a plein de climats là-bas différents. Donc, en fait, ce qui est très important, et je pense que dans vos métiers actuels, ou vous qui êtes étudiants, qui vont faire toute une carrière, c'est d'avoir une approche sur toutes les notions d'impact, de sustainabilité, qui soient justement beaucoup plus avancées que ce qu'on a fait dans les 15 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut être précis, et il faut justement mesurer avec tout l'enjeu, ça va être la donnée évidemment et la façon dont on l'interprète, mais ça va être de justement aller plus au fond des choses. On ne va pas se mettre à produire massivement du café en France. On va pas, voilà, il y a des notions après de réalité. Par contre, de simplifier les supply chains, de se débrouiller pour que les bateaux, les shipping soient le plus décarbonés possible. Tout ça, c'est des enjeux énormes ou en tout cas nous, en tant qu'organisation, on a des engagements à 2030, des engagements à 2040, et avec des projets pharaoniques, mais qui doivent aboutir. Et après, donc c'est ça. Il faut aller plus en détail. Mais ce genre de questions, c'est pas parce qu'un produit est made in France et que les sourcés en France que forcément il a une LCA parfaite. Voilà, ça aide bien sûr. Il faut au maximum refaire notre industrie localement. Après, il y a des choses. En tout cas, nous, c'est notre avis sur le mérino notamment, la laine française n'est pas une solution de remplacement à ce qu'on fait en Australie aujourd'hui. Oui, qu'elles proviennent d'Argentine, d'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est loin.
de toutes les manières. Et il n'y a pas tellement d'alternatives européennes. Tu en as cherché, Nicolas? Non, parce que les moutons suisses, c'est des têtes noires et puis ils grattent. Et non, mais pour répondre à votre question, je pense qu'il faut aussi faire le distinguo entre les thématiques. Ça veut dire qu'il y a l'impact, et c'est souvent l'impact en termes de CO2, et puis il y a les microplastiques et la pollution plastique. Et puis, il faut choisir un peu son combat. Pas son camp, mais son combat. En l'occurrence, nous, on a choisi un combat qui est celui de prouver, de démontrer qu'on peut faire du sport avec des matières naturelles qui peuvent retourner à la nature. Et cette démonstration, on aimerait qu'elle serve d'exemple et puis qu'elle incite d'autres marques à prendre ce pas. Bonjour, Thibaut de Aircop. J'avais une petite question pour toi particulièrement. Tu as parlé un peu de régénératif tout à l'heure et des différentes matières. On voit qu'il y a pas mal de marques qui se lancent là-dedans. Patagonia dans le coton, North Face dans le caoutchouc aussi ou dans d'autres matières. Et je voulais savoir, dans la laine, dans tous les adhérents que vous avez, dans tous les gens qui produisent de la laine, est-ce que ça représente de plus en plus une portion? Tout à l'heure, tu as commencé à l'aborder, mais tu n'es pas allé jusque-là. Quelle proportion ça représente maintenant la laine régénérative? Alors, très honnêtement, on est au tout début. On est au tout début et il y a vraiment les pratiques sur différentes exploitations. Il y en a 60 000 en Australie, sont toutes diverses. Les terrains ne sont pas les mêmes, les climats ne sont pas les mêmes, les techniques d'élevage ne sont pas les mêmes. Donc en fait, on est face à des gens qui, généralement, ça fait 7 générations qu'ils ont leur terre, qu'ils ont leur troupeau, et ils travaillent tous de façon différente. Ils ne sont pas férus d'administratifs. Ils sont passionnés par leurs animaux et par leurs terres. Toute la démarche, ça va être justement de collecter cette data, de relever les meilleures pratiques et de pouvoir identifier, tiens, lui il fait bien, lui il fait moins bien, et surtout de pouvoir tracer tout ça. Donc tout ça, c'est clairement, il y a plein de bonnes pratiques qui existent et qu'on ne mesure pas, et il y a plein de pratiques qui sont à faire évoluer, et ça, c'est une grosse partie de notre mission à nous, qui se passe sur la lieu de production, sur les élevages. J'allais dire, si une ferme est en opération depuis 7 générations, est-ce qu'on n'est pas quand même dans quelque chose qui est soutenable sur le long terme? Il me semble, les fermiers, ils ne veulent pas détruire leurs biens, théoriquement. Oui, puis le fait qu'ils ont du climat qui change, etc., mais pour eux, le fait que plus le mouton il a de l'herbe, plus il est dans des bonnes conditions, comme nous avec nos cheveux, ils sont en meilleure santé quand on est en bonne santé. C'est exactement la même chose. Quand il y a un stress lié à un manque de nourriture ou autre, la laine va être cassée. C'est-à-dire qu'elle va être fragilisée à un endroit et donc elle sera inutilisable. Donc toute leur concentration est en fait finalement sur le bien-être animal, d'apporter au mouton tout ce dont il a besoin pour pouvoir produire une laine de qualité. Après, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir... Il faut qu'on rentre dans des cahiers des charges. Qu'est-ce qu'une ferme régénérative? Comment est-ce qu'on le calcule? Comment est-ce qu'on la certifie? Et comment est-ce qu'on travaille avec les marques pour leur dire, voilà, on peut vous donner accès autre que... Parce que le but, c'est de faire avancer tout le monde. Et quand nous, on représente 60 000 entreprises, 60 000 familles, de dire on va faire des micro-programmes, et on le fait aujourd'hui, hein, on fait de temps en temps un micro-programme parce que telle marque nous demande de sourcer quelque chose de magnifique. Mais en final, en termes de volume, ça ne représente rien, ce n'est pas la réalité, donc c'est du greenwashing. Donc le but, c'est que nous, on fasse évoluer progressivement par étapes tout le monde. On va prendre une dernière question du public. Il n'y avait pas quelqu'un qui voulait... Non? Ok. Bon, très bien. Ah oui. Juste compléter. En ce qui concerne la filière lin, on a la chance d'être accompagné par des instituts agronomiques qui sont Arvalis pour la France et notamment de pouvoir travailler sur beaucoup de recherches, d'expérimentation, de tout ce qui va être agroécologie. Toute l'évolution des pratiques, on sait qu'en plus les produits phytos sont de plus en plus réglementés et deviennent de plus en plus interdits. Donc forcément, non seulement la filière a envie d'aller vers plus d'agroécologie, des produits plus respectueux et responsables, ce qui veut dire qu'on se donne les moyens non seulement de mesurer nos impacts aujourd'hui, de publier des données de cycle de vie et de les mettre à disposition, parce que c'est en open source sur notre site, mais on collabore aussi avec la Commission européenne pour que ça soit disponible via la Commission européenne, avec EcoInvent via leur base, etc. Mais aussi se donner les moyens de tester toujours une démarche de progrès
et de mesurer, du coup l'évolution et le progrès à l'avenir. Merci bien. Donc encore des filières à suivre, on va dire. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous et on va essayer de trouver